Et re-bienvenue dans ce quart d'heure neuro avec nous trois. On va parler de l'utilisation des datas, que ce soit en termes de performance de sportive, mais aussi pour la neuro. Et on va vous expliquer deux, trois notions que nous, on a mis en place dans Labo RNP. Je sais pas s'il y en a un des deux qui veut commencer. Ah si, ça serait intéressant que Seb il reparle de la boucle sensorimotrice avant toute chose, donc la boucle perception-action, de manière à ce que derrière on puisse ouvrir sur les observations qu'on peut faire sur le terrain en utilisant justement les savoirs autour de cette boucle sensorimotrice pour venir moduler, entre guillemets, dans l'instant, les sorties motrices, les outputs qu'on met en place de plus en plus autour de ce qui est connu en préparation physique, à savoir le VBT, donc le Velocity Based Training, donc c'est des accéléromètres qui nous permettent de traquer les vitesses de barre et des choses comme ça, ou encore des plateformes de force, donc comme Vitruve, effectivement, mais il y a même des applications comme VBT Metrics. Et de l'autre côté, on a aussi tout ce qui est plateforme de force, qui nous permet de voir le centre de gravité des personnes, donc l'équilibre des personnes, et aussi tout ce qui est le testing de saut, que beaucoup de prépa physiques connaissent, à savoir les testings de base de Bosco, par exemple. Donc voilà. En fait, pour poursuivre dans ce que tu disais, et en lien après du coup avec la boucle sensorimotrice, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'avant-après en lien avec la mobilité. Ah tiens, j'ai gagné X amplitude, j'arrive à toucher les chevilles, j'ai gagné en amplitude d'épaule, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en lien avec l'optimisation du fonctionnement du système nerveux. Ce que je veux dire par là, c'est que notre job, c'est surtout donner les pleins potentiels à ton corps et à ta capacité de bouger, que ce soit pour exploiter une amplitude articulaire, que ce soit pour exploiter une vitesse de barre déplacée, une vitesse de déplacement ou n'importe quoi. Parce qu'en fait, cette boucle, du coup, avec le pont que tu m'as balancé juste avant, en fait, le système nerveux fonctionne en quatre étapes, de manière très simplifiée. On prend des informations sensorielles avec les différents récepteurs. Ces informations vont être interprétées. Le cerveau il va prendre une décision et il va envoyer une commande motrice au muscle pour créer un mouvement. Et en fait, le but de travailler sur la neuro, c'est vraiment tout ce qui est le côté optimisation. Ce que je veux dire par là, c'est on va enlever les freins à main qui sont présents. Les freins à main d'un point de vue nerveux, parce que le système nerveux, ce qu'il cherche avant tout, c'est se protéger. C'est pas créer de la performance, à proprement parler. Donc, à vouloir se protéger, il va mettre indirectement des freins à main. C'est comme avec une voiture. Tu arrives à te déplacer d'une distance A à une distance B, d'un point A à un point B plutôt, sur une certaine distance, vous avez compris avec un frein à main qui est bloqué. Tu y arrives, mais ce n'est pas forcément bon pour la voiture. Ben, avec le système nerveux, c'est la même chose. C'est que oui, tu arriveras à réaliser un certain déplacement de la barre, une certaine vitesse de sprint, une certaine capacité d'endurance, une certaine capacité articulaire, mais avec un frein à main qui est présent, qui est problématique, qui peut être problématique à court, mais qui peut l'être également à moyen long terme. Et c'est ça le but de la neuro, c'est comment est-ce que tu peux débloquer ce frein à main pour utiliser toutes tes capacités physiques, motrices et de coordination, etc. Toutes les habiletés motrices finalement qui font que l'être humain, on est l'être humain finalement. Je sais pas si ça te parle. Si, complètement. Voilà, donc voilà, donc du coup, ce qui est intéressant dans objectiver les datas, en fait, les datas, c'est quoi? C'est juste un moyen pour pouvoir dire à quel point on est capable de débloquer ce frein à main. Donc, techniquement parlant, tu peux prendre tous les tests qui sont classiquement utilisés en tant que coach sportif, hein. Amplitude, tu peux tester même ta vitesse de sprint, ta puissance développée, etc. Ça reste juste une data, c'est juste une exploitation. Et si on reprend la boucle sensorimotrice, c'est l'étape finale. C'est quelle est ta capacité à contracter un muscle finalement, donc comment tu bouges. Et la neuro, c'est juste voir les étapes avant pour débloquer ce frein à main et voir quel est ton maillon qui est problématique dans cette équation globale qui est Mm. le système nerveux. Et puis souvent, nous, on utilise des data, enfin des observables simplifiés parce qu'il faut pouvoir les remettre en action très facilement, comme des tests de mobilité, etc., qui sont faciles à observer sur le terrain. Mais en vrai, si on voulait vraiment être très quali, il faudrait qu'on aille observer avec des datas bien précises, comme les VBT, comme t'en parlais, comme des plateformes de force, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose de vraiment pondéré, et d'être objectif, quoi. L'idée, elle est toute simple, c'est qu'on fait des observations sur le terrain, on voit des améliorations. Par contre, on travaille sur un système complexe. Donc, on n'est pas capable d'isoler les variables. Par contre, on observe des gains entre 10 et 20% entre deux séries, juste avec la récupération intersérie.
Et c'est pas forcément effet PAP dans le sens où on s'est aussi posé la question, et ces observations, on les fait sur la cinquième, sixième, septième série. Donc, imaginons, tu fais un 5x5, tu fais avec Velocity-Based Training, donc tu regardes la vitesse de la barre, et en fait, première, deuxième, troisième série, tu ne fais pas d'intervention neuro. La quatrième, tu l'as fait, tu regardes à quelle vitesse tu es capable d'être. Entre la quatrième et la cinquième série, alors que tu es fatigué, on va mettre en place une intervention de manière à observer d'éventuels gains entre la quatrième et la cinquième série sur des indicateurs qui peuvent être utilisés à un moment T, comme la puissance développée, comme le RFD, comme la hauteur de saut, par exemple, si tu as de la restitution. Et en fait, on s'amuse à faire ça, à mettre en place des observations de ce type. Et pourquoi on en est arrivé à ces observations de ce type? C'est qu'il y a, dans les théories de l'apprentissage, vous avez d'un côté les théories qui sont plus sur le traitement de l'information. Donc, c'est le décision-action, c'est tout ce qui va être le modèle de Klein, par exemple. Et derrière, on a tout ce qui est théorie beaucoup plus écologique de l'apprentissage. Et là, on va vers Franz Bosch ou des choses comme ça, ou Volkan Schellhorn, où on parle d'écologie de l'apprentissage, où en réalité, on va mettre en avant les informations données par l'environnement, prises par nos sens, suffisent pour agir de manière efficace. C'est ce qui est dit dans les théories de l'apprentissage dites écologiques. Et on a Newell, par exemple, Newell, qui a écrit autour de la boucle perception-action, avec au centre les contraintes, la tâche, l'environnement et l'organisme. C'est comme un triangle avec les contraintes au centre, et ça te donne une boucle perception-action. Et le truc à retenir, c'est je perçois pour bouger, je bouge pour percevoir. Et ce qui nous amène à spécifier les informations et pas les consignes, et que c'est Newell qui met en avant, et les théories écologiques, que les sensations et la perception sont exactement la même chose. Donc on parle de boucle perception-action pour améliorer l'apprentissage moteur, etc. L'action, c'est ce qui est traditionnellement mis en avant dans tout coaching sportif, kiné, réhabilitation, etc., où on va faire du testing. Et on va le normer avec du VBT, avec des sauts, on va tester la mobilité, on va tester l'activation musculaire, on va tester la force, etc. Tout ça, c'est l'action. Quelle est ta capacité à jouer sur la perception? Et là, on vient de le dire, la perception, c'est la même chose que la sensorialité. Est-ce qu'il ne serait pas capable, est-ce qu'il ne serait pas possible, et est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller préciser, d'aller identifier quelles sont les perceptions dans cette boucle perception-action qui sont mal calibrées? Et parce qu'elles sont mal calibrées, comme c'est une boucle, elles viennent interférer, elles viennent moduler à la baisse la capacité d'action. Et c'est ce qu'on s'amuse à faire sur le terrain, et c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, beaucoup au travers de la mobilité. Pourquoi? Parce que la mobilité, c'est quelque chose de très facile à mettre en place pour tout un chacun. Après échauffement, on va aller jouer sur les systèmes sensoriels qu'on pense par bilan être impactés, et on peut, parce que la boucle perception-action, les changements sont dans l'instant, avoir une amélioration observable sur le terrain de l'action, donc de la mobilité. Et ce qu'on cherche à faire là dernièrement, enfin depuis quelques mois maintenant, quelques mois avec beaucoup de S derrière, c'est d'aller travailler sur, par exemple, du VBT. Aller travailler, donc Velocity-Based Training, c'est juste les vitesses de barre, avec toutes les métriques qui sont associées à ça. Aller travailler sur plateforme de force, où là, on travaille avec Inven, par exemple. Et l'idée, c'est d'aller voir, est-ce qu'on peut observer sur de multiples personnes, les unes derrière les autres, avec des protocoles plus ou moins standardisés, des améliorations de performance ou des améliorations sur des indicateurs précis. Si c'est le cas, on cherche à compiler un maximum de données de manière à étayer les modélisations et les mises en lien qu'on a fait entre d'un côté de la neurologie fonctionnelle, qui est traditionnellement utilisée plutôt sur la thérapie, et de l'autre côté, des savoirs sur des données qui viennent de la prépa physique. OK, on a créé les ponts et les liens entre ces choses, et on essaie d'avoir des observables, tangibles, que derrière, on va pouvoir utiliser pour mettre en avant un savoir-faire construit autour de, d'un côté, les neurosciences appliquées, et à quel point ça peut impacter l'action, et ce qui nous intéresse tous, finalement, dans toutes nos professions, c'est-à-dire la sortie motrice et la mobilité, pas la mobilité, la motricité des personnes en face de nous, pour faire plus large. Il y a un truc, moi, qui me Vous fait m'avez écho suivi? dans tout ce ouais, 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 Ouais. 100. Enfin, moi, oui, je pense. En fait, moi, ce Mhm. qui me fait écho, c'est dans ce que tu as évoqué, sur le côté aussi, c'est,
tu utilises les biais d'évaluation qui est dans ton champ professionnel. Exemple, je suis kiné, Mhm. ben, peut-être ça peut être intéressant, effectivement, la mobilité, etc. Tu es vraiment dans la prépa. Zoom, il fait des pouces. Tu es vraiment dans la prépa physique, ben, tu peux prendre en lien les tests qui sont en lien avec les activités professionnelles de ton sportif en tant que tel, ou les facteurs de la performance, de sa discipline sportive. Parce que finalement, c'est la même chose. Et c'est pour ça que, selon moi, et c'est aussi pour ça qu'on a fait la RNP, c'est comment est-ce que tu peux optimiser ce que tu mets déjà en place avec ton suivi de ton sportif, de ton client, de ton patient, etc., par rapport à quelque chose qui vient s'implémenter dans ta pratique professionnelle. Ça ne vient pas changer. C'est aujourd'hui, ton sportif, il a une séance de sprint. Comment est-ce que tu peux utiliser des processus pour pouvoir améliorer ou euh, euh, fluidifier l'information de cette boucle sensomotrice de sorte à avoir son meilleur rendement à un instant T aujourd'hui sur la séance. Et c'est ça le but. C'est comment est-ce que tu peux optimiser tout ce versant-là qui généralement n'est pas travaillé chez le sportif, chez le patient, chez le client, etc., pour pouvoir avoir le meilleur type de résultat possible finalement. Enfin, c'est ça Mhm. qui m'est venu en tête par rapport à tout ce que tu as dit par rapport à tout ça. Yes. Et en fait, il y a une dualité entre d'un côté le traitement de l'info et de l'autre côté l'écologie de l'apprentissage. Dans le traitement de l'info, on va te dire que les informations sensorielles, elles sont insuffisantes. Si elles sont insuffisantes, on doit faire une prédiction, une estimation sur ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif en utilisant un modèle interne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'écologie de l'apprentissage, il va te dire que comme les informations de l'environnement sont spécifiques, il n'est pas nécessaire de générer une prédiction. Les sportifs, donc parce que on travaille avec des sportifs, mais c'est tout un chacun, parce que n'importe qui doit marcher est en quelque sorte un sportif. Les sportifs, ils ont juste à éduquer, à raffiner leur attention et leur capacité, leur calibration des informations sensorielles et des informations de manière générale, de manière à contrôler l'action, en utilisant ce couple perception-action, information-mouvement. Ce qui veut dire que dans les théories écologiques de l'apprentissage, on ne va pas prédire, on ne va pas processer, on ne va pas programmer un programme moteur, etc. On va utiliser les informations entrantes pour maintenir une relation congruente entre comment on agit et les informations qui entrent. Et on va chercher à améliorer la qualité des informations entrantes pour avoir, après derrière, on va basculer sur tout ce qui est affordance, capacité à voir et comprendre l'environnement autour de nous, VS capacité interne. Et les deux sont en lien de manière à faire des choix sur le terrain. Ce qui veut dire qu'on ne prédit pas le futur, on contrôle l'action qu'on va réaliser basée sur les informations du futur immédiat. Est-ce que mon mouvement actuel est suffisant pour atteindre mon objectif futur? Je perçois pour agir, j'agis pour percevoir. Et l'objectif de Labo RNP, il est tout simplement d'aller jouer sur la perception et la calibration des perceptions. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la calibration des perceptions pour les fonctions de base de l'être humain, normalement, c'est calibré entre 7 et 10 ans. Et en fait, il y a un processus ontogénétique. Donc, l'autogénèse, c'est les étapes de développement chez l'enfant, en l'occurrence, qui vont amener à 7 ans à une calibration optimale des sens, donc de tout ce qui est système sensoriel. Et nous, on parle beaucoup de vestibulaire, d'auditif, de visuel, de proprioceptif, mais il y a aussi l'odorat, etc., qui rentrent en ligne de compte. Toute cette calibration de la boucle sensorimotrice, elle se fait grâce aux réflexes archaïques. Donc, quelque part, l'idée, elle est simple, c'est que tu peux utiliser la neurologie fonctionnelle pour aller cibler quelles sont les entrées sensorielles dans cette boucle perception-action qui sont problématiques, qui sont mal calibrées, qui amènent une action insuffisante, parce qu'on le redit, je perçois pour agir et j'agis pour percevoir. OK, et si tu perçois mal, est-ce que tu agis bien? C'est ça la grande réflexion. Donc, comment jouer sur la perception? Et l'idée, elle est simple, c'est qu'on peut aller identifier quels sont les sens qui sont, entre guillemets, mal calibrés, et on va pouvoir aller jouer dessus, soit sur de l'analytique, et c'est là où on parle de neurologie fonctionnelle, de travail sur les nerfs crâniens, de travail sur le cervelet, de travail sur tous les lobes et toutes les structures, qui sont à comprendre et qui est un domaine de compétences qui est vaste et qui est précis. Donc les raccourcis, ils peuvent être rapidement faits, mais est-ce que c'est réellement juste? Et cette calibration de boucle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se faire normalement chez l'enfant par la motricité libre, par le mouvement. Et ce mouvement, il est médié par les réflexes archaïques. Ce qui veut dire qu'on peut tout simplement faire du rétro-engineering et se dire, OK, j'ai une problématique vestibulaire chez la personne en face de moi.
il n'est pas calibré à 100% en tant que sportif, en tant que personne X, Y, Z. Ce n'est pas de la réhabilitation vestibulaire. On va chercher le 100% génétique en calibration. Et on peut se dire, OK, quelles sont les étapes dans l'ontogénèse qui amènent normalement l'enfant à calibrer le système vestibulaire à 100% de ses capacités à l'âge de 7 ans. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retomber sur des réflexes archaïques. On va penser au Moro, par exemple, dont on parlait en off juste avant. On va penser au RTL, au RTSC. On peut penser au RTAC aussi. Et il y a pas mal de petits réflexes archaïques avec des étapes qui sont présents d'un point de vue ontogénétique pour calibrer le système vestibulaire à 100% dans la boucle sensorimotrice pour les fonctions de base à l'âge de 7 ans. Et ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, si tu as calibré ta boucle sensorimotrice, ce qui est rarement le cas, pour un enfant de 7 à 10 ans, c'est-à-dire que tes entrées sensorielles sont calibrées optimalement, ben, il y a un moment donné où un sportif de haut niveau, il est au-dessus de cette calibration. Et il va falloir inoculer, si on peut dire, mais travailler pour encore repousser ces calibrations et ces capacités calibratives, si on peut dire, pour que ça colle avec la demande sur le terrain pour un sportif. Et c'est là où on va parler de réathlétisation de neuroperformance et où on va parler en fait de développement des capacités sensorielles au même titre qu'on parle de développement des qualités physiques. Il y a un truc qui me fait écho par rapport à ce que tu as évoqué à un moment donné avec les nerfs crâniens, le cervelet, etc., etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et en fait, il y a un commentaire qui me vient en tête, c'est par rapport au post que tu as fait sur le bench. C'est où tu as fait une poursuite avec serrer un objet ici, qui a fait pas mal le buzz. Ouais, on est Instagrammeur. Non. En fait, ce qui était intéressant, il y avait un commentaire qui disait ouais, mais des fois, il suffit juste de pousser. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, non, il disait qu'il avait fait l'exercice, mais il n'avait pas vu de changement. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ce que tu as évoqué avec les nerfs crâniens, les réflexes archaïques, le cervelet, le tronc cérébral, etc., c'est qu'après, à un moment donné, plus tu vas dans cette réflexion, et évidemment, il y a des exercices, même qu'on partage sur les réseaux, qui vont matcher pour toi, qui vont marcher, tu auras une amélioration. Des fois, tu auras une détérioration, et des fois, ça ne va pas changer du tout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut individualiser ça. Donc, peut-être qu'il y a des exercices putaclic, waouh, qui vont marcher pour toi, mais peut-être pas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette compréhension à avoir. Exemple, tu peux avoir un squat qui est limitant, peu importe ton score développé, parce que la base de la question, c'était quand même objectiver les datas, tu vois. On est juste parti un peu dans tous les sens. Parce que la réalité, c'est que tu peux avoir une vitesse de déplacement ou un poids soulevé sur un squat qui est à X, peu importe. Par contre, ton facteur limitant, ça peut être quoi? Bah, peut-être c'est un problème technique. Peut-être que tu n'as pas un bon pressing qui se fait. Peut-être que tu as juste des fessiers qui sont faibles. Peut-être que tu as des quadriceps qui sont faibles. Peut-être que tu as les abdos qui sont faibles. Peut-être ton système nerveux ne supporte pas la charge qui est dessus. Peut-être que tu as le dos qui est faible. Mais après, juste côté entraînement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas cibler les besoins spécifiques de la personne dans le côté renforcement. Bah, un système nerveux, c'est la même chose. C'est que tu as des points faibles qui sont à travailler. Ça peut être une poursuite à droite pour utiliser l'exemple que tu as utilisé sur le bench. Ça peut être simplement un des nerfs crâniens. Ça peut être un réflexe archaïque qui peut être problématique. Pour finalement, pourquoi? Pour améliorer ta technique et ta performance en squat et donc pour avoir des meilleures datas. C'est ça finalement la réflexion qu'il faut avoir. Et c'est pour ça qu'on partage beaucoup d'exercices sur les réseaux. Bah, des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Mais par contre, ce qu'on veut, et à travers la formation, c'est vraiment que tu as cette réflexion de comment est-ce que tu peux utiliser toutes ces données, tous ces outils pour individualiser quelque chose pour la personne. Et c'est ça le but, en fait, c'est comment individualiser, tout simplement. Il y en a qui préfèrent les voitures bleues, il y en a qui préfèrent les voitures rouges. Ben, si tu aimes bien les voitures rouges, je ne vais pas te donner une voiture bleue. Ben, au système nerveux, je ne vais pas te donner une poursuite si tu n'en as pas besoin. Je vais te donner parce que tu en as besoin. Je sais pas si mon exemple, la voiture, est venu comme ça. Je sais pas s'il est bon, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Donc voilà, c'était juste pour compléter tout ce que tu as dit. Adrien, tu as quelque chose à ajouter? Ça t'a fait Je trouve que c'était très complet. réfléchir. Il y a plein de choses, oui, forcément. Je pense que ça prendrait tout un autre quart d'heure neuro. Euh, on parle. J'arrive pas à dissocier, tu vois, quand on parle de réflexe archaïque ou de nerf crânien, parce que pour moi, c'est la même chose. Euh, mais que je veux bien que les gens le comprennent aussi, tu vois, c'est surtout ça. Après, nous, on le dit parce que bah, les gens, ils ont cette vue de là, il y a la neurologie fonctionnelle, il y a la posturo, il y a les réflexes archaïques. Pour de vrai, c'est la même chose. Et il faut vraiment comprendre que de toute façon, si j'ai un réflexe archaïque qui ne fonctionne pas bien, c'est que j'ai quelque part un nerf crânien qui ne fonctionne pas bien. Et qu'il va falloir que je travaille l'un avec l'autre parce que sinon, j'aurai très peu de résultats. Je rebondis juste sur ce que tu as dit à un moment. Oui, le mouvement est important chez l'enfant pour qu'il puisse se développer au niveau du réflexe archaïque. Mais des fois, c'est même déjà trop tard parce que le mouvement, le réflexe archaïque en soi, c'est beaucoup du sensorimoteur.
et ça veut déjà dire que Mhm. son sensoriel, il serait au point. Et que bien souvent, il y a des enfants qui n'arrivent pas à développer leurs réflexes archaïques, qui n'arrivent pas à les intégrer parce que le sensoriel n'était pas bon. Donc, ah oui, mais pourtant il a fait du quatre pattes ou pourtant il a rampé. Ouais, mais si son sensoriel, comme tu l'as dit, le système vestibulaire ne s'est peut-être pas bien développé, ben, manque de peau, c'est pas en faisant du travail du réflexe tonique labyrinthique qu'on va le développer, tu vois. Il va falloir revenir sur vraiment le système vestibulaire À à la proprement base parler. pour le Ouais. moduler. Moi, je reprends un exemple tout bête là-dessus, c'est juste pour qu'on montre l'exemple. Mon fils aîné, il naît et dans la poussée, dans le canal de naissance, il a son pied qui se tord un peu. Tu es obligé de retravailler le sensoriel de son babinski pour le remettre en place. Tu vas pas attendre que le babinski Mhm. remette en place parce que sinon, si tu attends 3-4 jours, c'est déjà trop tard. Le petit, il va avoir une Mhm. tare et il va avoir un pied qui va être vrillé pour des longs Et ça, mois, voire années. Tu es et c'est obligé même le de. médecin qui t'a dit de faire ça. Ouais, c'est même le médecin qui te le dit. Il faut venir stimuler le sensoriel. Donc, il faut pas croire Mhm. non plus que le mouvement en lui-même suffit. C'est vraiment le mouvement. Je pense vraiment, on sait que le sensoriel, c'est vraiment quelque chose que je regarde, par exemple, chez les gens qui ont eu des AVC ou qui ont des gros problèmes moteurs. Tu sais, c'est Mhm. est-ce que tu as accès à ton sensoriel avant d'avoir accès à ton moteur? Tu vois, si tu as Mhm. accès au sensoriel, je me dis, OK, peut-être qu'on va calibrer le sensoriel et après, on va s'attaquer au moteur. Si t'as pas du tout de sensoriel, on va déjà te redonner du sensoriel. Tu vois? Donc Mhm. voilà. Jusque les gens, voilà, on a parté par rapport à ce que vous avez dit. Mhm. Et nous, ce qu'on a fait quand on a testé le Kinvent, parce que il faut pas faut bien se rappeler quand même qu'on parlait des data dans ce quart d'heure en euros. Euh, Non, mais on a mis un quand on a cadre testé le pour parler des Kinvent, datas. quand on a testé le Kinvent, quand on allait on allait faire une conférence à Vichy, à l'école de kiné. Il y avait Kinvent qui était invité la veille des conférences sur les partenaires. Et donc, on a beaucoup discuté avec le monsieur de chez Kinvent, avec certains élèves là, de l'école de Vichy. Et on s'est dit, tiens, on va tester le Kinvent à la fin, une fois que les présentations sont finies. On, on a travaillé que sur le sensoriel. Et il y a eu une amélioration de 15% sur un contre-movement jump. 15% Ouais, avec, par rapport au saut, il y a eu une amélioration par rapport à l'absorption, par rapport le RFD. à la symétrie, au RFD, etc. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Et après, je finirai même par. Donc oui, on a des améliorations immédiates quand on fait du sensoriel, mais il faut pas oublier que on a juste donné la possibilité au corps d'utiliser au mieux le mouvement, mais qu'il va falloir renforcer après cette nouvelle capacité. On peut pas s'arrêter à juste dire Mhm. je fais du sensoriel et je m'arrête là. Ok, j'ai eu une nouvelle capacité, il faut que je la renforce pour vraiment l'ancrer. Voilà. Ouais, complètement. On est complètement 100%. parti en latte, mais c'était très intéressant. Écoute, c'était les retrouvailles, c'est pour ça. Welcome. Mhm. Pour cette demi-heure en euros. C'est ça. Yes. En tout cas, ce qu'il faut pas oublier, c'est que oui, euh, mettez de la data, parce que sinon vous serez toujours imprécis dans ce que vous allez mettre en Mhm. place. Que l'objectif, c'est de moduler cette boucle sensorimotrice, quelle que soit la problématique sensorielle ou motrice qui dysfonctionne. On va aller travailler bien sûr sur les différents systèmes sensoriels pour vraiment améliorer les observables qu'on va faire de tout temps. Mais il faut éviter d'être trop empirique. Ok, c'est cool de faire des avant-après à base de mobilité parce que c'est simple à mettre en place. Essayez de collecter des datas et parce qu'on voit concrètement que de toute façon, cette amélioration, on l'a sur le terrain. Et c'est très très simple à mettre en place. Vous prenez un VBT, vous prenez une application, vous faites quelques répétitions d'un exercice, ok? Et quitte à faire sur une séance, vous faites plusieurs séries d'un exercice et vous commencez à apprendre les datas à partir de la troisième, quatrième série. Et vous faites des exercices qui vont venir médier cette boucle sensorimotrice et vous reprenez après des datas sur la série d'après. Et vous allez voir les changements. Donc là, c'est intéressant à Ou mettre en pas. place. Ou Ou pas. pas. Mais L'objectif, peut-être que ça ouais, va se dégrader l'objectif. aussi. Peut-être que ça va se Ouais, dégrader. c'est Mais ça ça. sera Mais quelque part une information que la boucle sensorimotrice n'est pas bien régulée, n'est pas bonne. Et donc, il va falloir de toute façon venir chercher une solution. c'est ça. Et nous, notre grande idée, c'est que on a modélisé et on fait ce type d'observation sur le terrain. Et l'idée, c'est de les partager aussi, ces observations, et que le plus grand nombre fasse ces observations-là, de manière à intéresser le plus grand nombre et surtout le monde des chercheurs.
parce que ben, la revue de biblio, elle est là, si on peut dire. Et derrière, en fait, il nous manque une capacité, si on peut dire, d'aller isoler des variables. Et pour l'instant, on en est au stade de l'observation. Par contre, ouais, effectivement, il y a des études sur les fonctions de chaque lobe, les fonctions de chaque nerf crânien, etc., toutes ces choses-là. Ben, si on allait jouer en croisant avec les théories de l'apprentissage, entre ben, la sensorialité d'un côté, la capacité à prendre des informations du système nerveux et la sortie motrice, si on jouait avec toutes les étapes qu'il y a entre, les 8-10 étapes qu'il y a entre, ben, qu'est-ce que ça nous donne sur la sortie motrice? Et ça, c'est quelque chose qui est central dans notre approche depuis ben, quelques temps déjà, parce que c'est ce qui est important pour un prépa physique aussi, parce qu'on a ben, le coactif physique, mais le coactif psychologique, mais on a aussi le technique et le tactique. Et qu'on en connaît trop des sportifs qui progressent physiquement, mais ça ne progresse pas sur le terrain de pratique. Ça ne progresse pas techniquement, tactiquement. Est-ce que ça ne progresse pas parce que le lien entre les affordances et les capacités internes, et là on rentre sur les théories de l'apprentissage, mais en gros la capacité qu'a le corps ou l'athlète à gérer cette boucle perception-action quand il est dans sa discipline en compétition, est-ce qu'on arrive vraiment à jouer là-dessus? Et est-ce qu'on n'est pas juste en train de développer les capacités internes sans donner la chance aux sportifs d'aller améliorer les affordances? C'est ça la grande question, en fait. Très intéressant. De toute façon, tout ce qu'on dit, on va le détailler, on va mieux l'expliquer sur le prochain webinaire qui est mardi soir, le 2 janvier, à 21 heures. On vous remettra le lien en description pour ceux qui veulent s'inscrire. On va pouvoir en parler, on va pouvoir justement parler de cette boucle sensorimotrice, comment la médier au mieux, et puis aussi comment on peut utiliser ça sur le terrain avec des outils pratiques. Donc voilà. Yes. Euh, Merci. Je viens, je viens de me le renoter dans ma to-do, le webinaire de mardi, juste à l'instant là. Merci en tout cas, les gars. Passez de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci pour votre écoute et pour vos nombreux témoignages sur ces quarts d'heure neuro qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, euh, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Ouais, ouais, aussi. Voilà, Vous avez juste à aller dans le Linktree sur Telegram, sur Instagram, et vous allez retrouver le lien pour avoir accès à toutes les plateformes. Et tout, super. et quelques nouveautés. Surprise. Yes. Merci, Surprise, allez voir. merci tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.